L'idée, c'est de vous présenter. Gauthier, tu vas revenir, je pense aussi un petit peu sur la méthode, les critères, et puis ce changement qui a opéré, hein, comme le soulignait Solène, de changer un peu nos temps d'analyse. Alors, à l'Observatoire, on a aussi nos critères. Donc, on veut vous les montrer ici. C'est les critères pour évaluer les opérations, les sélectionner. Et c'est aussi la grille d'analyse dans le cadre de présentation dans la fiche ou dans le cadre des discussions qu'on peut avoir avec l'architecte, la maîtrise d'ouvrage ou voir les entreprises. Alors, on n'a pas un grand tableau avec 150 entrées, même si beaucoup de points sont à regarder, mais on a voulu simplement vous présenter les 4 grands chapitres dans lesquels on rassemblait les problématiques. Et ça alimente la démarche, les questions qui sont posées, etc. Donc l'insertion urbaine, il s'agit évidemment du respect des règlements d'urbanisme, mais c'est aussi évidemment la question du dialogue avec l'environnement proche, hein, l'histoire du site, les bâtiments environnants, la prise en compte de l'écriture architecturale, des bâtiments qui lui font face ou qui sont dans des parcelles voisines. Et l'idée, c'est de ne pas considérer le projet comme un objet unique, posé et isolé, mais bien de regarder comment il dialogue avec ses environnants. La dimension esthétique et patrimoniale, c'est 2 champs qui sont un petit peu qui sont distincts, mais qu'on a souhaité rassembler, parce que la question de la réinterprétation du patrimoine et des façades telles qu'elles étaient construites, exprimées dans un projet original, se pose dans bon nombre de projets de réhabilitation, et notamment l'invention d'une nouvelle esthétique, d'une nouvelle image, d'une nouvelle architecture sur ces projets qui parfois avaient une identité très forte. Et dans ce cas, il faut avoir une démarche et un parti pris patrimonial, ou parfois des bâtiments qui sont très ordinaires, et c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est de savoir comment on traite des bâtiments ordinaires, non protégés au titre des monuments historiques ou autres, et de voir quelle démarche on a et comment on donne une nouvelle esthétique en intégrant cette démarche patrimoniale. Les choix constructifs, techniques et environnementaux, le champ des possibles aujourd'hui, il est extrêmement vaste, hein. C'est toutes les questions qui concernent, disons, l'intégration des problématiques d'ingénierie dans le projet. De nombreuses propositions, expérimentations sont vues, même si on regrette qu'elles ne soient pas plus nombreuses et que les bonnes ne soient pas plus diffusées. Néanmoins, quand il y a une démarche particulière et intéressante, on la note, on se renseigne, on l'évalue, on en parle et on est heureux de la diffuser, parce que c'est aussi une de nos missions, c'est de la sensibilisation et de la diffusion. La valeur d'habilité thermique et d'usage, ça rejoint des questions qu'on a évoquées ce matin, la question du confort thermique, mais pas seulement, c'est aussi la valeur d'usage. Et là, on rejoint les questions de plans habités, dont on parlera un petit peu plus cet après-midi. Et éventuellement, pour des projets de réhab, ça pose la question des plans augmentés, des projets augmentés, donc ceux qui vont parler à la réhabilitation, augmenter la qualité d'usage en ajoutant des espaces, éventuellement des espaces extérieurs, des prolongements. Tout ça au service de l'appropriation et de l'appropriation de son propre logement et de son bon usage. La nouveauté, c'est que on était jusqu'ici dans une logique d'après-livraison. Là, ce qu'on souhaite maintenant, c'est d'aller voir les projets, comment ils émergent, quels sont les montages, et à la limite, quelles sont les influences des phases préalables sur la qualité du futur projet. Donc on a dans ce cadre-là des projets qui sont encore en chantier, en instruction, voire en étude, qui vont faire l'objet de fiches. On a classiquement ceux qui sont après la livraison. Ça, vous avez compris qu'on veut se démarquer d'une pratique de revue d'architecture et que donc on veut voir comment est l'appropriation, comment on vit dedans, comment les éléments de projet sont effectivement ont été appropriés par les habitants. Et puis, on en parlait tout à l'heure, l'idée c'est d'aller voir, de faire un retour en arrière
et d'aller voir les opérations 10, 15 ans après qu'on ait fait des fiches, et donc voir si on avait vu juste et si c'était effectivement des projets intéressants sur le long terme. Voilà, donc les fiches qu'on va vous présenter maintenant, elles entrent dans l'une de ces 3 catégories. Et donc on va vous en présenter 9 et 3 un peu plus détaillés avec les architectes qu'on remercie de leur présence, qui vont un peu détailler plus que ce que nous on fera, mais cependant certaines opérations qu'on va vous montrer là feront l'objet d'une table ronde cet après-midi. C'est parti sur la synthèse. Alors encore une fois, bon, je ne vais pas m'excuser toute la matinée, hein, mais vraiment, c'est des opérations super riches, c'est des récits passionnants. Voilà, là on fait une restitution un peu courte, mais il y a les fiches d'origine, bien sûr, sur nos sites. Et puis il y a les fiches, alors en l'occurrence, retour sûr. Voilà, c'est les 2 opérations moi, que je vais vous présenter. La première, un retour sur la réhabilitation d'un grand ensemble de Marcel Lodz, le village de la Faisanderie. Hein, donc on est à l'entrée de ville de Fontainebleau en Seine-et-Marne. Pour rappel, donc une construction construite donc entre 51 et 53 par les entreprises Froment, Clavier, Dumez et Camus. Important de les citer parce que voilà, on a aussi affaire à une très belle opération qui embarque le procédé Camus. On verra toute l'importance de ce procédé constructif. Le village de la Faisanderie, c'est 4 barres d'immeubles de 130 mètres de long sur 24,5 mètres de haut, donc qui rassemble à l'origine des logements pour l'OTAN, pour les officiers et les sous-officiers de l'OTAN, donc à l'origine 280 logements. Ce projet, après être passé entre plusieurs mains, en 2010, la quasi-totalité des logements sont vides et l'ensemble se dégrade fortement. Se pose d'ailleurs la question d'une réhabilitation ou d'une démolition. En 2012, les architectes Denis Eliette et Laurent Lehmann, donc appelés par l'OPAC, donc se saisissent immédiatement de ce projet et saisissent le potentiel des constructions, bien sûr, et proposent de réutiliser l'architecture de Marcel Lodz dans un programme diversifié. On va le voir que c'est bien la diversité de ce programme qui est une condition aujourd'hui de la pérennité de ce projet. Donc un projet embarqué par un nouveau maître d'ouvrage, les foyers de Seine-et-Marne, des concepteurs, donc je les ai cités, Cabinet, Eliette et Lehmann, qui seront présents cet après-midi à notre table ronde, et puis un suivi de réalisation avec le cabinet A003 en la personne de Patrick Luthier. Donc ce projet, 10 ans après, une réanalyse, hein, donc c'est Isabelle Rivière, architecte au CAE 77, accompagnée de Clément Jolivet, qui sont retournés sur les lieux, un retour avec la maîtrise d'ouvrage, c'est très intéressant, important, un retour avec le bailleur, sur place avec le gardien, et puis des entretiens avec les architectes, pour comprendre, pour voir qu'est-ce qui a embarqué 10 ans après une qualité qui persiste, hein, une qualité d'usage, une qualité, qu'est-ce qui fait aussi la cohésion sociale de ce lieu, et puis les moyens qui finalement à l'époque avaient été mis en œuvre pour assurer ces effets et faire voilà, perdurer, ancrer ce haut niveau de qualité architecturale, comme je le disais, et qualité d'usage. La première chose, je le citais tout à l'heure, c'est une mixité de typologie de logement, une nouvelle mixité. Donc on a aujourd'hui des logements sociaux, des logements en accession, on a de l'insertion sociale, des logements étudiants. On a un gardien sur place aussi, très important, on pourra en reparler. On a l'agence du foyer de Seine-et-Marne qui a aussi son agence sur place. Et tout ça, finalement, embarque, donc je parlais tout à l'heure de monofonctionnalité, embarque une nouvelle mixité fonctionnelle, une diversité de logements, mais aussi des rez-de-chaussée qui vont devenir actifs. On va passer d'un rez-de-chaussée à l'air libre sur pilotis à un rez-de-chaussée, et c'est bien le dispositif architectural qui le permet, aujourd'hui fermé, en gardant toutefois de très belles transparences. Hein, on est dans un site exceptionnel. Donc ces 4 barres sont à la lisière de la forêt de Fontainebleau. On garde ces transparences
Mais on inscrit à présent, aujourd'hui, des commerces. On a une boulangerie, une pharmacie, un primeur, un restaurant, des bureaux, donc toute une mixité programmatique en rez-de-chaussée qui font de ce projet, couplé à une mixité de logements, une très belle attractivité aujourd'hui. Les gens parlent de village, le village de la Faisanderie. Et finalement, c'est aussi la présence et la persistance des qualités paysagères du site, entre ville et forêt, des espaces libres et des espaces qui finalement aujourd'hui, comme on peut le trouver dans beaucoup de projets, qui n'ont pas été résidentialisés, clôturés, qui sont restés non seulement libres, mais avec une ville qui en assure aujourd'hui la gestion. On pense que c'est aussi sans doute un gage de pérennité aujourd'hui pour que ce projet perdure. Aujourd'hui, c'est un quartier qui est connecté à diverses infrastructures, à proximité aussi des équipements et des transports. Évidemment, la lisière de la forêt de cet ensemble crée une véritable réussite paysagère. La grande force de ce projet, et ça les architectes de l'opération Elliott et Lehmann le soulignent, c'est d'avoir gardé l'intégralité du plan masse et de faire vraiment la démonstration que 4 barres de 130 mètres de long, on n'est pas obligé aussi de les stigmatiser, que ça peut fonctionner, qu'il faut rendre compte de la qualité initiale des rez-de-chaussée, des transparences, et puis bien sûr, là c'est le deuxième volet de cette opération, rendre compte d'une qualité constructive. Il faudra lire l'affiche. Mais vous voyez cette très belle planche de qualité constructive qui avait quand même des défauts à l'origine. Des façades composées dans des préfabrications de silex qui avaient tendance à se détacher, qui se dégradaient. Donc là, les architectes Elliott et Lehmann ont proposé un rejointoiement assez présent, réel, mais qui ont permis de stopper cette dégradation avec un apport d'une très belle luminosité. On a aussi évidemment ce procédé Camus, qui est un procédé de préfabrication avec une structure poteau-poutre, qui engage évidemment un plan libre, gage aujourd'hui aussi de possibilité de déclassement finalement des surfaces. Là, on le verra tout à l'heure avec la Cité de l'Étoile à Bobigny, on avait des surfaces trop petites, on a réussi à recombiner des logements. Là, c'était l'inverse. On avait des appartements très grands. Et c'est bien, et ça c'est une belle leçon, un dispositif constructif qui a permis de réaménager de façon très intelligente les plans de ces logements. Donc voilà une très belle opération à l'origine, une opération magnifiée par les architectes de la réhabilitation, un niveau de compréhension très fort de la maîtrise d'ouvrage et des architectes sur les vrais enjeux, et faire la démonstration qu'un plan de masse initial, aussi dur puisse-t-il être perçu, peut fonctionner dans un paysage aujourd'hui qui est aussi respecté dans une très belle cohabitation des espaces libres et partagés et de cet écrin, de cette forêt domaniale qui l'entoure. Voilà. Et puis une chose très importante aussi, une opération de réhabilitation non seulement thermique mais aussi acoustique qui a pu avoir lieu puisque les logements ont étaient vides, je le rappelle, au moment du projet. Cette notion thermique qui embarque l'acoustique, quand on a des sites libres, on le verra plusieurs fois dans d'autres opérations, notamment l'opération Chauffournier à Paris 19e. Évidemment, une notion capitale, intéressante sur le confort et la qualité d'usage des logements de ces périodes-là. Je vous invite évidemment à vous rendre sur les lieux. Très très beau projet, très beau récit. Une période de la reconstruction. Pierre Lepinet, tu vas me rejoindre pour témoigner donc de ce deuxième retour. Donc Pierre Lepinet, architecte, bienvenue, merci de nous avoir rejoints pour témoigner sur cette opération qui avait été analysée en 2011, qui avait fait l'objet donc d'une première analyse par le CAUE 78 et puis un retour une bonne dizaine d'années après, donc avec Lisa Lecomte, architecte au CAUE 78.
On est ici dans le cadre d'une reconversion de logements sociaux d'une ferme en centre-bourg à Jusier, dans les Yvelines. Un maître d'ouvrage, l'Aupivois, à l'origine, et les résidences Yvelines Essonne. Un programme, 9 logements sociaux, un grand logement familial et puis des plus petits logements. Donc là, on est sur du logement, on est sur du PLUS et du PLAI. Une reconversion assez complexe d'un corps de fer de 9 logements, d'un patrimoine viticole ancien, situé en plein centre-ville, une petite ville, mais par contre très bien desservie. Hein. On a une gare à proximité, oui, il y a une gare, ouais, qui amène à Saint-Lazare. Voilà, donc plutôt un complexe favorable à l'installation de logements. Ben, peut-être qu'on peut commencer la conversation comme ça, et puis peut-être tu peux nous raconter un petit peu le potentiel du site. Oui, c'est un centre-bourg, c'est un tissu vernaculaire hein, qui a la particularité d'avoir un site très en pente. Donc le premier projet qui est très similaire donc était dans les Hautes-Alpes, dans un village de 230 habitants. Et donc c'est à partir de ce premier projet-là que j'ai mis en place en fait un peu une sorte de méthodologie sur ce type-là d'existant. Alors la particularité aussi, c'est que c'est pas des, enfin, c'est ce qu'on appelle le petit patrimoine, c'est-à-dire que c'est pas des bâtiments qui sont classés. Parce qu'à la base, donc on a bien un projet qui comporte un objectif réel hein, d'intégration de logement social au centre-ville. On a un patrimoine viticole d'importance mais dégradé. On n'a pas de réel modèle économique sur ce projet. On a une manière d'accéder à la commande, tu y reviendras peut-être. On a une première faisabilité, une intention, une consultation. Voilà, l'agence est retenue sur ses intentions. Et puis après, il faut construire un budget. Donc là, c'est un modèle économique sur ce type de projet qui interroge, un peu particulier. On le verra tout à l'heure aussi. Voilà, on a le projet que je présenterai hier suit ce modèle-là, un peu de processus d'accès à la commande un peu différent. Est-ce que tu l'as retrouvé, ce modèle finalement de faire dans ce type d'opération sur cette échelle-là précisément? Alors c'est là en l'occurrence le premier projet que j'avais fait, donc c'était un projet qui était porté par une mairie, donc là effectivement c'était pas une maîtrise d'ouvrage professionnelle. Donc les choses se sont faites un peu de manière empirique, ça a duré très longtemps. Donc là c'était vraiment l'engagement des maires hein, pour trouver des subventions. Donc c'est un projet qui s'est étalé quand même sur 5 ans pour faire 5 logements. Donc à la suite, donc l'Aupivois, donc là c'est vraiment un ouvrage professionnel. Donc effectivement, eux ils avaient au départ un budget. Donc là ils avaient fait une mise en concurrence, donc du coup que j'avais remporté puisque j'avais déjà réalisé quelque chose de très similaire, en plus qui avait été primé. Enfin, à l'époque c'était le prix Prisme d'Or, c'était l'ANA du ministère de la Culture. Il y avait eu des publications, donc ça m'a permis d'accéder à cette commande-là avec l'Aupivois. Et ensuite, j'en ai fait un troisième, donc toujours dans les Yvelines, à Saint-Hélier-la-Ville, où là c'était encore une mairie qui portait le projet, donc qui a été aidée par le CAE 78. Et effectivement, le coût total de l'opération est vraiment sorti au moment où on a fait le diagnostic. Donc le CAE dans l'aide programmatique, dans une première faisabilité qui va embarquer un projet. Complètement. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, CAE, c'est à noter aussi, hein, c'est intéressant, c'est que le CAE 78 a fléché très rapidement ces projets-là, dès 2007, alors que bon, c'était pas des sujets vraiment, enfin, que ça vient maintenant sur le devant de la scène, mais bon, à l'époque, c'était pas du tout le cas. Donc là, on voit sur cette deuxième slide donc, des plans, un plan masse, un premier plan masse qui rend compte d'un diagnostic de compréhension, un site assez complexe, et puis très vite des choix qui vont s'opérer, des choix de démolition ou de conservation. Peut-être justement tu peux nous en reparler dans l'entretien qu'on a eu ensemble.
Voilà, tu nous parles de ton approche de réparation et de récupération très forte et assez systématique qui embarque ces projets-là à cette échelle-là. Oui, c'est complètement ça en fait. C'est arriver à faire la réhabilitation avec peu de moyens. Alors il faut être la réhabilitation, les budgets peuvent très vite dériver. Hein, ça dépend des choix qu'on fait, quoi. Et du coup, j'ai vraiment mis en place une méthode en fait de savoir tout ce que je pouvais récupérer dans le projet, ce qui était intéressant, tout ce qui peut être laissé dans son jus, en fait, ne pas vouloir tout rendre beau. Un mur en pierre, il peut rester tel qu'il est, hein, c'est ce que je veux dire, s'il n'y a pas besoin de le recouvrir. Donc c'est la récupération et la transformation aussi. Alors là, bon, déjà ça passe par le diagnostic. Alors, effectivement, c'est un diagnostic d'une part technique. Après, moi personnellement, je passe beaucoup de temps sur le site enfin, c'est une approche aussi sensible, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les espaces, on essaie de savoir, d'imaginer d'imaginer ce qui va être intéressant, les vues qu'on va pouvoir ouvrir, etc. Donc la première chose, c'est la stratégie de la démolition. Donc là, c'est ce qu'on voit sur le schéma qui est en haut à gauche. Alors, les démolitions, elles vont me permettre d'une part de pouvoir créer les conditions favorables pour pouvoir faire des typologies de logements qui fonctionnent. Alors après, les gros avantages de la réhabilitation hein, par rapport au neuf, parce qu'on met toujours en concurrence à la fois par rapport au prix, le neuf et la réhabilitation. Alors effectivement, des fois la réhabilitation coûte plus cher, mais pas forcément. En tout cas, l'avantage, c'est qu'au niveau des PLU, on profite d'une situation existante. C'est-à-dire que quand l'existant est déjà hors gabarit ou que vous avez des fenêtres que vous ne pourriez pas ouvrir si vous faites du neuf, donc tout ça, c'est une chose très importante. Ensuite, effectivement, depuis la RE 2020, donc il y a la notion de bilan carbone qui rentre en jeu, donc ce qui est construit n'est pas à construire. Et la troisième chose qui est vraiment, que je pense vraiment très importante, c'est l'acceptabilité hein, par les habitants et surtout par les gens qui habitent autour. Parce que ça, c'est vraiment un vrai problème en fait, dans le logement social, dans la construction, pour pouvoir sortir les opérations. Donc là, en l'occurrence, cette stratégie de démolition, d'une part, c'est ce que je disais, c'est créer les conditions de typologie. Et par ailleurs, bon, j'ai fait un travail aussi donc de créer des percements visuels. De créer des percements visuels. Alors c'est ce qu'on voit sur la photo de droite. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est les parcours qu'on peut créer dans l'existant, et d'autant plus dans ces espaces vernaculaires qui sont un peu labyrinthiques, qui sont souvent petits. Et ce que j'aime bien, c'est faire un travail comme ça un peu d'opacité. C'est comme dans un paysage, en fait, vous ne voyez pas vraiment ce qu'il y a derrière une colline, et puis vous êtes quand même attiré parce qu'il va y avoir une ouverture visuelle. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on m'avait demandé, c'est de pas mettre d'espace vert, parce que c'est dur à entretenir, c'est difficile à entretenir pour le bailleur. Et du coup, c'est devenu un îlot qui est très minéral. Donc j'ai créé ces parcours jusqu'à la cour qui est tout en bas, là, avec un arbre, donc qui est un peu le seul espace végétalisé du site. Mais tel que tu me le racontais, cet arbre, en fait, effectivement, c'est la question derrière de quels usages pour les espaces communs. Donc, une de tes stratégies, y compris dans les choix de démolition, c'est créer vraiment des plans séquences, des cheminements finalement qui créent des seuils, qui créent des passages un peu obligés. Et puis, tu me racontais cet arbre, finalement, tu l'as mis à un endroit où personne ne pourrait le détériorer parce que c'était à la fin de la séquence. Oui, tout à fait, et finalement, on le voit, voilà, en 2004, on voit les photos donc, du chantier. En 2007, la cour telle qu'elle est livrée. Et puis, alors on ne voit pas encore l'arbre, mais on a encore des photos. Voilà, Lisa est revenue sur site en 2024. Effectivement, cet arbre a trouvé
sa condition, voilà, pour bien évoluer. Ouais, il n'a pas été dérangé. Il n'a pas été dérangé. Et c'est un petit peu la seule intervention que tu as pu avoir sur l'aspect paysager, parce qu'après, il y a toute la question aussi du bailleur et de la gestion, de la maintenance des espaces communs et la volonté aussi de ne pas privatiser les espaces libres. Oui, ça c'est une volonté aussi qui est un peu commune à plusieurs bailleurs, je pense. C'est toujours la notion de. Il faut vraiment se méfier de tout ce qui est balcon, jardin privatif, etc. Parce que ça peut être difficilement contrôlable. Voilà, donc ça, c'est un peu une constante aussi dans le logement social. Et oui, alors ce que je voulais dire aussi, c'est que la particularité de tous ces projets, là, les 4 ou 5 que j'ai pu faire, c'est que, en fait, c'est pas une notion de construire par-dessus le construit, mais là, en l'occurrence, parce que comme c'est comme des murs en pierre, c'est plutôt construire dans le construit. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont rapportés, ils vont vraiment se détacher, se détacher de ce qui existe. Et ce que j'essaie toujours de créer, c'est un peu la notion de palimpseste, c'est-à-dire que je donne toujours à voir ce qui existe et ce qui est créé, soit est légèrement mis en retrait. Vous voyez, par exemple, quand on voit alors peut-être c'est sur l'image d'avant, ou ici, on le voit ici. Vous voyez, sur l'image 2007, là, par exemple, donc je conserve les linteaux en bois, mais dessous, je recrée. Il fallait que je recrée des cadres béton dans les murs, puisqu'ils ont été extrêmement très ouverts, les façades ont été complètement transformées. Et donc ces cadres, je les mets légèrement en retrait, 3 cm par rapport à la pierre. Voilà. Donc c'est pour créer des hiérarchies de lecture comme ça de ce qui existe et par rapport à ce qui est construit. Peut-être aussi pour finir, tu évoquais aussi une petite vidéo il y a quelques années d'une habitante, voilà, sur une chaîne télévision qui était interviewée. C'était touchant. Voilà, elle disait que pour rien au monde elle lâcherait son logement, même si finalement il n'y avait pas tous les mètres carrés escomptés. Elle avait voilà ce vrai confort intérieur et puis cette proximité justement avec son mur en pierre, comme elle disait. Voilà, bon, c'est assez touchant. Mais sur le plan, voilà, la caméra faisait un travelling à l'intérieur de son logement. C'est autant de petits dispositifs que tu m'énonçais, que tu mets en place, qui fonctionnent visiblement aussi quand on a des petits logements. Des dispositifs de vue diagonale pour augmenter l'espace, de cuisine double entrée, de portes coulissantes. Voilà, autant d'interventions dans ce type de projet qui permettent aussi l'adaptabilité, mais aussi une forme de sérénité quand on a affaire aussi, mine de rien, à une forme de densité. Hein. On a quand même voilà, une dizaine de logements dans un petit site. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui, pour toi, est une condition aussi de durabilité, ces dispositifs, oui, tout à fait. Qui fait qu'on va pouvoir l'approprier. Là, alors il y a plusieurs choses. Là, ce qu'on voit sur le plan de logement. Alors, ce qu'on essaie de faire souvent, c'est de coupler des pièces pour étendre un peu l'espace, parce qu'effectivement, dans leur habitation, on est quand même contraint par des sortes d'alvéoles structurelles qu'on ne peut pas bouger, quoi. Et donc on peut faire des bons logements dans des tout petits espaces. Donc ça passe par ces premières astuces là. Là par exemple, ce qu'on voit, c'est le couple séjour cuisine traversant. Après ça peut être comme ça peut être aussi en diagonale. Ça peut arriver aussi de mettre, vous voyez, si on ouvre la porte de la chambre, du coup on a des visions aussi diagonales. Donc tout ça a tendance à étirer l'espace, disons. Et après, donc il y a la question de l'aménagement. Nous, quand on travaille sur les logements, on positionne toujours tous les objets du mobilier aussi, pour pouvoir mettre le canapé dans la chambre, si possible, mettre une table. Et mine de rien, c'est très important parce que, je sais pas,
pour un enfant, par exemple, quand vous avez votre chambre avec une table, vous pouvez faire les devoirs. Et du coup, ça ouvre quand même beaucoup de perspectives. Ça laisse vraiment tous les champs des possibles ouverts, quoi. Voilà, donc, on est vraiment particulièrement attentif à ça. Pour clore notre échange sur cette, justement sur cette réalité de modèle économique dans ces villages périurbains, par rapport peut-être aussi à l'exercice de ton agence aujourd'hui. Est-ce que tu vois aussi un gisement pour les agences demain? Est-ce que tu as l'impression que ce type de commande augmente? Encore une fois, faut-il encore en définir les modalités d'accès à cette commande assez complexe? Alors, là-dessus, moi, ça reste une question aussi, parce que bon, ce genre de projet, sur une trentaine d'années, j'ai pu en faire 4 ou 5. Et chaque fois, c'est des choses qui sont portées vraiment par la volonté de certains maires, ou alors dans des conditions tout à fait particulières. Enfin, peut-être qu'il y a une mairie qui va avoir plus d'argent pour le faire, etc. Donc il n'y a pas en fait de modèle économique viable pour ce genre de projet. À partir du moment où on est trop éloigné, enfin, si on est vraiment dans la campagne et trop éloigné des gares, c'est beaucoup lié en fait aux infrastructures de transport. Alors, effectivement, en France, il y a quand même beaucoup de gares qui ont été fermées, de petites lignes qui sont fermées, etc. Donc moi, je pense que c'est quand même assez lié à ça. Et ça crée un véritable problème politique, hein, de la même manière qu'il y a une désertification médicale, etc. Il y a des gisements énormes, effectivement, de ce petit patrimoine dans les villages qui est laissé à l'abandon parce que les particuliers ne peuvent pas les financer, et puis les petites communes non plus. Donc c'est un vrai questionnement. Qui pose aussi la question d'un portage intermédiaire aussi, la question du foncier, quel portage du foncier à un moment du projet avant la commande. On le verra aussi sans doute sur l'opération Ailleurs tout à l'heure, voilà, qui a toute son importance sur cette réflexion-là. En tout cas, merci beaucoup d'être revenu avec nous sur cette opération. L'affiche originale, vous la trouvez sur le site des CAUE. Et puis le retour, il est en cours. Mais nous, on était ravis de pouvoir se repencher sur cette opération. Elle est en grande couronne, c'est important, nous aussi, dans ce que je disais tout à l'heure, hein, dans nos exercices de conseil, de pouvoir capitaliser sur ce type d'exemple, inciter des bailleurs, des élus, à s'embarquer sur ce type de projet. Un grand merci en tout cas, Pierre. Merci à vous.